Et ce cours d'eau, c'est pas le Saint-François ou Saint-Laurent, c'est l'East River, devant le siège des Nations Unies à New York. Le jour où ce merveilleux drapeau sera hissé au bord de ce cours d'eau symbolique, le monde entier aura compris, ainsi que nous-mêmes, que nous avons choisi la dignité, la liberté et l'honneur d'avoir la patrie que nous méritons. Merci. Ne quittez pas parce que vous allez avoir l'occasion, l'honneur, le privilège de pouvoir poser des questions à ces deux grandes personnes qui ont voulu partager généreusement leur temps avec nous aujourd'hui. Comprenez bien l'honneur qu'on a d'avoir l'ancien premier ministre du Québec avec nous aujourd'hui qui a occupé la plus haute fonction politique de notre Assemblée nationale et d'avoir également M. Beaulieu qui très prochainement tiendra aussi des rênes très importantes entre ses mains. Donc, avant de débuter la période de questions, je voulais simplement glisser un mot pour remercier le REMDUS, qui est le regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke, qui a accepté généreusement de financer nos 2 semaines d'activité pour l'indépendance du Québec. Et je voulais aussi dire que si jamais vous avez des questions par rapport au Bloc québécois, on sait que M. Beaulieu est chef du Bloc québécois, donc si jamais vous avez des questions, vous avez un intérêt, vous pouvez aller voir M. Daniel Leblond, que je ne vois pas en ce moment, je ne sais pas si vous pouvez me faire signe. Il n'est pas là. Donc, oui, il est là-bas, derrière le poteau. Ben, pour moi. Donc, là-bas, si jamais vous voulez aller le voir, il pourra répondre à vos questions. Donc, pour ce qui est de la période des questions, je vous invite à vous déplacer tout de suite vers les 2 micros qui sont dans les 2 allées. On va essayer d'alterner. On vous demande des questions courtes. Vous pouvez faire des commentaires si vous voulez, mais soyez brefs. Puis on va demander aussi à nos invités de faire des réponses claires et précises comme on les aime. Donc, vous pouvez vous déplacer en avant si vous voulez. Vous pouvez prendre aussi un verre d'eau, peut-être que vous allez en prendre. Ah oui, ça va en avant. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? On vous invite à aller vers les micros qui sont dans les allées. Micro, est-ce qu'ils sont ça? Parmi dedans. Allô? Oui, donc je suis tout directionnel. Je tiens à vous remercier d'abord d'être venu, d'avoir fait cette conférence-là, c'est très apprécié. Ma question est la suivante. La défaite du Parti québécois aux dernières élections a été assez catastrophique. De même qu'aux dernières élections fédérales, la défaite du Bloc aussi, je pense, fait mal un peu à l'image qu'on avait de la souveraineté. Mais je crois, de la même façon que vous, que la souveraineté est forte présentement au Québec, mais c'est de savoir comment allons-nous faire pour unir les forces souveraines. Et quelle est la stratégie, notamment du Bloc, avec les députés qui ont été dissidents ou les candidats qui ne voulaient pas se représenter? Quelle est la stratégie présentement adoptée pour les forces souverainistes pour essayer de revenir en force et unis et non divisés? Très bonne question. Alors, dès le départ, je pense que, bon, c'est sûr qu'il y a eu un peu de tumulte, comme il y a assez souvent quand il y a une élection à la chefferie. Par contre, bon, la grande majorité des membres, des militants, sont aujourd'hui ralliés. On a des organisations dans toutes les circonscriptions, le Bloc québécois, le parti qui compte le plus grand nombre de membres parmi les partis fédéralistes, même si je considère que ce n'est pas suffisant. On va essayer de doubler le nombre de membres du Bloc québécois. On a déjà eu 100 000 membres. Aujourd'hui, au début de la course à la chefferie, on était environ à 15 000, donc on est rendu autour de 20 000. Je pense qu'on peut facilement, en étant conservateur, en avoir 40 000 pour d'ici la prochaine élection. Le Bloc québécois, c'est le seul parti indépendantiste au palier fédéral, donc tous les militants de toute allégeance, tous les indépendantistes sont les bienvenus au Bloc québécois. Et on le voit de plus en plus, on voit des gens du Parti québécois, des gens d'Option nationale, de Québec solidaire,
qui militent ensemble. Puis je pense qu'il faut, c'est vraiment une étape cruciale pour l'indépendance. Si en octobre 2015, ou si jamais c'est avant l'élection, soit avant, on va s'organiser en fonction de ça aussi. Si on réussit à faire élire encore une majorité de députés du Bloc québécois à Ottawa, ça va être vraiment une force pour continuer à faire la promotion de l'indépendance. Pour appuyer, on s'est engagé aussi à appuyer les organisations de la société civile, les organisations indépendantistes qui en ce moment fonctionnent avec très peu de moyens. Et je pense que c'est ça, en parlant de l'indépendance, en faisant du porte-à-porte. On a vu la dernière session, il y a eu le rassemblement Destination qui était un peu la fin des États généraux de la souveraineté. Il y a eu le rassemblement du réseau Cap sur l'indépendance, avec l'opération Bélier qui a lancé une opération de porte-à-porte qui est organisée beaucoup par des jeunes dans toutes les régions du Québec. Alors moi, je pense qu'on assiste en ce moment vraiment à la relance du mouvement indépendantiste. C'est ce qui va permettre vraiment de rassembler tout le monde et finalement de finir par atteindre notre objectif de faire du Québec notre pays. Votre conseil, quelques mots. Il y a quelques mots qui doivent m'inspirer. Une chose que j'ai répétée souvent. La patrie avant les partis. Et on l'a pas fait jusqu'à maintenant. Quand le Parti québécois était élu minoritaire, si on avait additionné toutes les voix des souverainistes, le Parti québécois était majoritaire. Parce qu'il y a Québec solidaire, il y a Option nationale, et puis un petit parti qui s'appelle Le Pays. Ben, imaginez-vous qu'il a fait perdre un siège au Pays aux dernières élections. Dufresne était, c'est Dufresne qui s'appelle, ancien journaliste, hein? Oui, il a été battu. Parce que la différence entre lui et le libéral a été comblée par le petit parti québécois et le petit parti indépendantiste qui s'appelle Pays. Alors, le premier mot, je pense, compte, c'est convergence. Patrie avant les partis. Deuxièmement, j'ajouterai un autre mot qui finit en ans, mais il faut que je l'explique un peu. Nous sommes des militants, on doit utiliser notre intelligence pour comprendre profondément ce qu'est l'indépendance, ce qu'elle va nous apporter et l'expliquer à nos compatriotes en les respectant. C'est pas parce qu'il est fédéraliste que c'est un imbécile. C'est peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de lui parler comme il faut, qu'on n'a pas eu l'argumentation qu'il fallait. Donc, respect, mais argumentation, conviction. Et ça, c'est un devoir citoyen. Ça peut se faire par la télévision et les annonces, mais ça peut se faire aussi quand vous rentrez au bureau ou à l'usine demain et que vous dites à votre copain, hey, il faut qu'on se parle. Une nation sur la simple travers d'une autre nation, là, c'est humiliant. Veux-tu qu'on sorte de cette saloperie? Et si vous n'avez pas le premier jour, comme vous voyez tous les jours, vous pouvez vous prendre de l'envers. Mais avec ça, avec cette convivialité, cette ouverture d'esprit, cette honnêteté dans l'argumentation, on va y arriver. Bonjour, merci beaucoup. Comment rallier les jeunes à la cause, les jeunes qui sont bien loin de l'époque référendaire que le Québec a connue? Donc, comment les rallier? Très brièvement, je pense premièrement, c'est en parlant de l'indépendance, en expliquant clairement de façon positive pourquoi on veut un pays, parce qu'on veut prendre nos propres décisions. Expliquer, on a vu, par exemple, Option nationale qui avait 7 ou 8 000 membres qui étaient pratiquement tous des jeunes. Moi, je suis allé à un moment donné au congrès d'Option nationale à titre de président du mouvement Québec français, puis j'en connais pas, il y avait 1000 jeunes dans la salle. Alors moi, je pense qu'on peut aller chercher les jeunes en étant présent, en faisant la tournée des cégeps, des universités, puis merci de contribuer à ce qu'on puisse le faire.
faut le faire constamment. Moi, je suis convaincu que les jeunes vont être aussi indépendantistes, sinon plus, que les générations précédentes. Et comme M. Landry l'a dit, aujourd'hui, c'est la première fois peut-être dans l'histoire du Québec qu'il y a 5 générations d'indépendantistes. Alors, moi, je vous remercie d'être là, puis je suis convaincu que vous allez être la génération qui va faire l'indépendance. La génération était peut-être la moins combative, mais moi, je trouve que les jeunes sont très combatifs et j'ai confiance. On va y arriver. L'alliance internationale va être très importante et elle est possible aujourd'hui. Et mathématiquement, ça peut être très, très bon. Moi, j'ai 11 petits-enfants. Alors, c'est pas un secret de vous dire que tous ceux qui savent lire et écrire sont déjà indépendantistes, il y a des bonnes consciences pour les autres. Alors, il y a un mouvement là, démographique qui peut jouer pour nous. Il y en a un qui peut jouer contre aussi. Hein. On reçoit 55 000 immigrants par année. Alors, sans l'indépendance, leur intégration est beaucoup plus complexe. Le multiculturalisme canadien, là, le Canada est bilingue dans sa constitution et multiculturel. Ça nous barre la route pour les immigrants, on ne peut pas savoir comment. Il y en a un qui m'a illustré mon affaire, je vous le raconte, il ne savait pas que ça servirait à l'indépendance, ce qu'il vient de me faire, mais un stationnement pas loin du camp à Montréal, où je me présente. Good morning, sir. How are you? What can I do for you? Comme d'habitude, je dis, hey, un instant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? What you can do for me? Il n'a pas compris un mot, c'est de me parler dans la langue nationale du Québec. Et savez ce qu'il m'a répondu? Et c'était légal, constitutionnel, c'est presque génial. Il m'a répondu, Sir, I'm Canadian. C'est ça. Il vient ici, un pays bilingue officiellement, multiculturel. C'est ce qui s'est fait dire dans son pays d'origine avant d'arriver, et c'est probablement ce que lui a dit le consulat du Canada et le bureau de l'immigration. Alors ça, c'est un argument de plus pour les jeunes, là. Dans ces conditions, si nous n'allons pas à l'indépendance, vous allez vous faire avoir. Vos enfants et petits-enfants ne comprendront plus la langue de leurs ancêtres. Est-ce qu'il peut arriver quelque chose de plus déshonorant pour une nation et pour un individu? Et de plus ingrat pour les devanciers? Alors moi, je pense que si on travaille bien avec les jeunes, nos chances sont plus faciles encore qu'elles ne l'étaient quand René Lévesque a commencé à parler aux jeunes. Parce que les dangers sont plus importants. Les dangers de la mondialisation qui avance comme un rouleau compresseur sont plus importants aussi. Alors, s'il y en a dans notre nation qui ont intérêt à ce qu'on soit indépendant le plus vite possible, ce sont des gens. Je pense qu'on peut leur expliquer. Et je leur fais confiance. J'en rencontre à l'université, dans mon amphithéâtre, 200 par semaine. Et je vois leurs yeux allumés et leur intelligence. Et je vois qu'ils ont visité souvent tous les pays du monde. Je fais un petit test au premier cours d'ailleurs. Je leur dis, qui dans cette salle a déjà vu les Alpes? 100%. Les Pyrénées, 98%. Et l'Himalaya arrive avant les Rocheuses. Nous ne sommes plus Canadiens. Le jour où on devient indépendant, nos frères issus de l'immigration et tous les autres, nous sommes tous membres du peuple fondateur. Et le détachement affectif des jeunes du Canada, il est déjà en cours. C'est Solange Chapuis-Roland qui vient de nos Rocheuses, à l'UQAM, le jeudi, les 3 quarts et ça même, c'est pas aussi. Alors, ça devrait nous aider. Bonjour. Tantôt, M. Landry, vous faisiez allusion, peut-être qu'on n'a pas assez expliqué, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. On n'a pas assez expliqué la souveraineté, ça peut-être qu'on n'a pas assez vendu le produit. J'aimerais connaître comme il faut les stratégies qui seront adoptées dans les prochaines années pour, moi je dirais, j'ajouterais vulgariser auprès de la population. Comment ça se fait depuis toutes ces années? On n'a pas trouvé le moyen d'expliquer simplement à monsieur, madame, tout le monde. Les universitaires ici, je ne veux pas élever personne des autres, mais
vraiment expliquer simplement les avantages de tout ça et de mieux vendre le produit. Il me semble que ça ne s'est pas assez fait. L'autre élément, c'est que les fameuses guerres intestines au sein de votre parti, de vos partis, ça n'aide pas la cause, c'est pas inspirant. Que ce soit demander M. Bouchard, demander Pierre-Carl Péladeau, à un moment donné, c'est entre les candidats qui vont se présenter à la chefferie. C'est pas inspirant. On ne fait pas assez équipe au niveau du Bloc et du PQ. Et on voit, Mario, un peu ce que tu as subi depuis que tu as été élu. Et je trouve ça dommage. Ça nuit à la cause. Vous avez raison partiellement. Ce que vous dites pourrait être culpabilisant pour les indépendantistes. Mais ce que je peux vous répondre qui déculpabilise un peu, c'est quand on a commencé notre combat, on est parti de zéro. On a fini à 50, si on s'était fait voler, on gagnait. Et à Sherbrooke, on a gagné. Et à Shawinigan, on a gagné. Donc, on n'a pas fait tout le travail. Mais on n'a pas tout fait parfaitement. Et c'est vrai qu'il y a à l'intérieur du PQ des luttes intestines stupides et inutiles. Et si vous voulez un témoin pour vous en parler, moi vous en parler. Hein? Il faut le pays et la patrie avant les partis. Et les partis avant les individus. Et puis quand René Lévesque, dans son conseil des ministres, des ambitions personnelles, il n'y en avait pratiquement pas. Tout le monde travaillait pour la patrie. L'évêque le premier. Dans les derniers conseils des ministres québécois, il y avait beaucoup de gens qui pensaient plus à leur aventure personnelle. De façon noble, je ne dis rien contre le fait que quelqu'un ambitionne d'être premier ministre, mais ça ne doit pas être la priorité. Et hélas, dans quelques cas, je ne veux pointer personne, mais ce fut la priorité. Et c'est pas bon pour la politique. Madame, vous aviez une question? Ça dépasse. Allez-y. En fait, oui, je suis militante de longue date et puis j'ai gagné des élections, j'en ai perdu certaines. Et quand je les perdais, j'ai jamais eu l'inquiétude que j'ai eue le 7 avril en voyant, en fait, pas le 7 au soir, mais depuis. Ce qui se passe présentement, je me demande qu'est-ce qui va nous rester pour construire et à sauver quand on va avoir les prochaines élections. Et ça me fait drôlement peur. Quelle est votre vision, quelle est votre façon? Et là, j'ai peur que non seulement on va vouloir se partir une nation, mais qu'on va devoir la reconstruire parce qu'elle va avoir été pas mal abîmée. Et ça, j'ai jamais senti ça avant dans les 30 dernières années. Ça m'inquiète énormément. Elle vous en pense, je vais revenir sur l'histoire un peu. En 70, on a eu 7 députés. À l'élection suivante, on a eu 6. On a eu un de moins. C'est déprimant en maudit. Tellement que les psychiatres québécois se sont réunis dans un congrès scientifique sur la psychose post-référendaire et la psychose post-électorale. On s'est relevé. Et l'enthousiasme a remonté. Il est revenu. Des fois, c'est des malheurs que laissent les bonheurs. Que ça peut nous réveiller. Les questions que vous m'avez posées aujourd'hui, c'est ce qu'on n'a pas bien fait ou pas fait. C'est le temps d'examiner la situation et de faire mieux la prochaine fois. Peut-être juste, si vous permettez une précision, c'est pas sur l'avenir du PQ ou l'avenir de la souveraineté que je m'inquiète, c'est sur ce qui va rester du Québec après les 4 ans du gouvernement actuel. Ah, ça, vous avez tellement raison. Ça me réveille la nuit. Ils sont en train de défaire des choses fabuleuses qui ont été faites, pas uniquement par le Parti québécois, mais surtout par le Parti québécois, mais qui a déclaré que la seule langue officielle au Québec, c'était le français. Robert Bourassa, premier ministre libéral. C'est pas l'impression qu'on a du docteur Couillard, hein? Et à tous les jours, ils font des choses. J'ai fait allusion peut-être au fait que maintenant, dans les technologies de l'information, le Québec domine le monde. Pour les jeux vidéo, là, numéro 1. Et c'est pas juste Montréal, c'est aussi Québec, c'est aussi Sherbrooke. Or, ils sont en train de défaire ça bêtement. Et les programmes qu'ils ont abolis, c'est où ce qui arrive présentement? L'Ontario les fait.
Alors, avant, on faisait venir une entreprise de Los Angeles à Montréal. Là, c'est Los Angeles-Toronto. Alors, vous avez tellement raison. C'est très angoissant. Ce gouvernement menace notre art national. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont méchants. Pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas connectés profondément, sentimentalement et intelligemment au Québec. Et la plupart des gestes qu'ils font, hélas, vont dans cette direction. J'espère qu'ils vont se réveiller. Moi, ça me fait penser à une chanson de Gilles Vigneault qui finissait en disant « Peut-être que tu t'en aperçois pas, mais tu te prépares une joyeuse tempête ». Je pense que c'est ce que M. Couillard est en train de faire. Puis ça va prendre une mobilisation. Je pense que c'est faisable. On l'a vu un peu sur la question du pétrole, parce que bon, puis c'est loin d'être fini, parce que toute une pression là, pour passer le pétrole des sables bitumineux. Mais il y a eu des mobilisations. Quelqu'un il y a eu 2000 personnes à Sorel. Il y a eu, je pense, 3 000 à 4 000 personnes. Bon, ça va continuer comme ça l'année prochaine. Puis je sais qu'il se prépare beaucoup de mobilisation contre l'austérité. Et moi, je pense qu'il faut vraiment, le Bloc québécois, en tout cas, est en appui à toute cette mobilisation-là. Pour répondre à l'autre monsieur avant, monsieur Luc Marquis, que je connais, puis je pense qu'on a travaillé beaucoup sur l'argumentaire souverainiste. Il y a eu pendant un an de temps des consultations, il y a eu des colloques, des États généraux de la souveraineté. Il y a même eu un livre qui a été écrit par l'ancien directeur de la recherche du Bloc québécois, Stéphane Gobeil, qui, à partir des comptes publics, il analysait vraiment les chiffres. Il a pris ministère par ministère au fédéral. Et si le Québec assumait tous les services fédéraux, y compris les pensions de vieillesse, l'assurance chômage, la défense nationale, tout ça, on sauverait 2 milliards par année. Alors ça, il faut, ce qui nous manque, je pense, c'est de vraiment aller au-devant de la population, aller, d'une part, être à l'écoute, puis vraiment expliquer par rapport à nos préoccupations quotidiennes, c'est quoi l'impact de l'indépendance, c'est quoi les avantages que ça nous apporterait. Je pense qu'on peut le faire et on est rendu à l'étape. Si on a connu des défaites comme ça, moi je pense qu'on s'était trop éloigné de notre mission, sans blâmer personne, mais maintenant, il faut reprendre le travail. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur parce que se battre pour une cause noble et juste comme la liberté des peuples, c'est déjà une victoire en soi. Il faut retrouver le plaisir de militer. Je pense que ça doit devenir la marque de commerce de tous les militaires indépendantistes. Un petit complément. Tu l'auras suggéré. Dans le micro, c'est... Tu l'auras suggéré Stéphane Gobeil, qui a fait un ouvrage extraordinaire, dont le titre est « Un gouvernement de trop ». Et il prouve mathématiquement que sur le plan économique et financier, on se fait avoir pour des milliards par le système actuel. Le conseil que je vais vous donner, c'est un autre auteur. Peut-être lui aussi, peut-être. C'est un de mes anciens ministres qui m'avait demandé des moyens pour préparer le budget d'un Québec souverain. C'était pas vrai. C'était François Legault. Et François Legault démontrait, et le document existe toujours là parce que je vois, que l'indépendance nous rapportait des milliards par année. Il est comptable agréé. Alors, quand je l'ai vu renoncer à l'indépendance, je me suis retenu pour ne pas porter plainte à l'ordre des comptables. Que c'est ça, ce truc-là? C'est comme si le pape devenait musulman sans s'expliquer. Ben, allez lire le document de Legault. S'il y a des gens qui vont vous faire de la propagande pour son parti, sortez ce papier-là. On va prendre les 2 dernières questions. Puis ici, une bonne question punchée pour notre journaliste. Et des réponses courtes pour qu'on termine dans les 5 prochaines minutes. Advenant le cas, si jamais ça arrive, que le NPD soit élu aux prochaines élections fédérales, quelle relation entreverriez-vous avec ce parti? Et une autre question en ce sens, est-ce que vous verrez le Parti démocratique comme un atout ou un obstacle à la souveraineté?
Vous savez, le NPD, c'est un des partis les plus centralisateurs qui existe. M. Mulcair a commencé en étant un avocat pour l'Office de la langue française, ensuite il était un avocat pour l'Alliance Québec, ensuite il était député libéral. C'était un des plus anti-indépendantistes. Lui, il disait pas qu'on s'est fait voler le référendum, il disait presque qu'on l'a volé, c'est possible. Donc, je pense que non, le NPD, on l'a vu, la population, je pense, va le constater. Ils n'ont pas livré la marchandise. En 2011, les gens ont dit, bon, on va essayer le NPD pour défendre les intérêts du Québec. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'ils sont en déclin dans le reste du Canada. Et je pense qu'ils vont être en déclin également au Québec à mesure qu'on va être capable de vraiment présenter notre point de vue dans les médias. Puis bon, parce qu'en ce moment, c'est un peu des anguilles. Comme sur le pétrole, c'est très, très difficile. Ils ont vraiment un double discours, mais c'est très, très difficile de le dénoncer. Il y a un journaliste qui a redemandé à M. Mulcair si le projet d'oléoduc Trans-Canada, c'est un projet, c'est une option tout à fait raisonnable. On dirait que ça n'a pas de répercussions encore dans les médias francophones, mais ça va venir. Vous avez demandé un punch? Il faut dire aux électeurs, Parlez dans le micro. élection, vous pensiez élire un bon Jack. Vous vous rappelez de ça? Hein? Jack. Et vous vous êtes retrouvé avec un méchant Tom. Alors, déjà plus. Alors, messieurs, je suis indépendantiste. Je ne suis pas péquiste, je ne suis pas bloquiste, je ne suis pas option nationale ou quoi que ce soit. Moi, ma conscience me dicte de voter en fonction de ce que je crois fondamentalement, en ce sens de mes valeurs, puis vers quoi je crois que ça va aider la cause de mon pays, qui est le Québec. Mais là, je me retrouve un peu tout le temps devant mon bulletin de vote à me demander, bon, quelle stratégie devrais-je adopter afin de promouvoir la souveraineté, puis si je vote PQ, puis présentement, ça ne reflète pas mes valeurs, bon, est-ce que ça aide la souveraineté? Est-ce que ça l'aide? Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus pour qui voter, je ne sais pas quelle stratégie adopter pour promouvoir, en votant, ma souveraineté, mon pays, là où je veux que mon peuple aille. Donc, quelle stratégie adopter? On s'en va vers vous. Que doit-on faire? Alors, je peux vous garantir une chose, si vous votez pour le Bloc québécois, les députés du Bloc québécois vont parler d'indépendance. On en parle avant, on en parle pendant, on en parle après l'élection. Je pense qu'il faut vraiment se rassembler, faire un front commun avec toutes les organisations de la société civile. Il y a le Conseil de la souveraineté qui est devenu le Bout Québec, le réseau Cap sur l'indépendance, une trentaine d'organisations dans la société civile qui doivent elles aussi faire une convergence, je pense. Puis bon, le Parti québécois, on va voir quel va être le résultat de la course à la chefferie, mais pour l'instant, l'indépendance prend quand même une place très importante. Puis seuls les militants du Parti québécois vont en décider. Mais moi, je pense que la stratégie à prendre, c'est, moi, je crois beaucoup à ce que Jean Garon disait. Lui, il disait avoir découvert une stratégie infaillible pour faire l'indépendance. Une méthode à la fois moderne et ancienne qui a fait ses preuves. Et c'est pas compliqué, ça s'appelle le travail. C'est-à-dire aller à la rencontre des citoyens, recommencer à faire du porte-à-porte, faire des assemblées de cuisine, expliquer les avantages économiques de la souveraineté, expliquer pourquoi l'indépendance, c'est la seule façon vraiment d'assumer notre plein développement pour le Québec. Et moi, je suis convaincu qu'on va pouvoir aller chercher beaucoup plus que 50% d'appui à ce moment-là. Le mode d'accession à l'indépendance, ça va être très simple avec nous. Je vais utiliser encore quelques phrases simples. Le micro. René Lévesque disait sortir, parler, convaincre. On va dire ça. Je pense qu'on va ajouter un mot. Sortir, écouter, parler, convaincre. Et être vraiment au contact, vraiment
en symbiose avec le peuple. Quant à ta problématique, elle est fondamentale, oui. À la prochaine élection, je voudrais que tu te souviennes de la phrase « La patrie avant les partis et les partis avant les individus ». Il faut que tu te laisses inspirer par l'intérêt de ta patrie. Si tu penses qu'elle sera meilleure avec l'indépendance, tu ne te tromperas pas, tu vas voter pour un parti indépendantiste. Et d'autres phrases que j'ai entendues d'un homme de bon sens, comme Jean Garon, qui n'était pas intellectuel, mais qui était très intelligent. Il s'appelait Marcel Lévy, le premier ministre de l'Environnement du Québec. Et qu'est-ce qu'il disait? L'indépendance n'est ni à gauche, ni à droite. Elle est en avant. Et il ne pouvait pas avoir tort. Parce que si j'essaie de dire à mon voisin ou à mon beau-frère que l'indépendance est à gauche, je lui mens carrément. Parce que quand on va être indépendant, des fois on va voter à gauche, des fois on va voter à droite. La France est indépendante, la CPP, Sarkozy et Hollande, et Mitterrand et bien d'autres. Alors, prenons tous nos pouvoirs en main, et après ça, le peuple, démocratiquement, décidera quelle sera notre tendance. Et je rajoute que je me doute de notre tendance. Elle sera progressiste et plutôt à gauche. C'est presque génétique. C'est pas pour rien que le Québec s'est mieux tiré de la crise économique que tout le reste de l'Amérique. Parce que la moitié de notre commerce bancaire est fait par une coopérative, le mouvement des jardins. Parce que la moitié de la transformation alimentaire et plus est faite par une coopérative. Parce que nous sommes des gens solidaires et qu'on a des programmes de consolidation de notre solidarité sociale qui n'existent pratiquement nulle part ailleurs en Amérique. Et une des raisons, quand je dis presque génitale et congénitale, quand la conquête britannique est survenue, un grand malheur qui est arrivé, quand les Anglais ont pris le contrôle de notre nation, il n'y avait ici sur notre territoire que 10 000 Français en tout et partout. Et les aristocrates, les officiers de l'armée sont retournés en France. Alors, il est resté ici des paysans, des paysannes, des trappeurs, des gens qui n'avaient pas de particules dans leur nom. Et ça a fait une nation solidaire qui est restée depuis ce temps. Alors, c'est une des plus belles qualités du Québec qui justifie le plus mon amour du Québec. Après la beauté des paysages, c'est la solidarité. Une nation exceptionnellement solidaire, comme seule l'Europe du Nord en a produit d'autres. On ressemble à la mentalité de l'Europe du Nord. Et quand on sera indépendant, ça sera confirmé par notre nouveau destin. Juste un dernier mot. Moi, je vous remercie d'être ici. Puis je vous rappelle que l'indépendance, on va la faire ensemble. Puis si chaque militant indépendantiste qui est ici décide de se mobiliser, de faire ce qu'il peut selon ses moyens, selon ses disponibilités, c'est sûr qu'on va réussir. Vive la liberté, vive l'indépendance.